Bonjour à toutes et à tous, il est midi 18, vous êtes sur EFG Radio, tout de suite le journal présenté par Alexis Lallemand. Bonjour François, bonjour à tous. Dans les titres de ce lundi 27 janvier, la visite de François Hollande en Turquie. Le président français vient d'arriver à Ankara. Au programme des discussions, les réfugiés syriens en transit vers la Turquie, le triple assassinat de manifestants kurdes à Paris, mais aussi et surtout l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Margot Hellard nous donnera les derniers détails de la rencontre. À l'étranger, c'est aussi l'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie. Elle prévoit la liberté de conscience et la liberté de croyance. François Lemort nous détaillera les grandes évolutions de ce nouveau texte. Champion d'Europe, les handballeurs français ont remporté l'édition 2014 du championnat d'Europe au Danemark hier soir. Antoine Bourlan reviendra sur la rencontre et sur le rôle prépondérant des frères Karabatic parmi les Bleus. Un week-end en or pour la France puisque les Daft Punk ont dominé les Grammy Awards. Le duo français a remporté 5 trophées lors de la cérémonie. Notre spécialiste Alexandra Edipovic reviendra sur le succès tricolore en terre américaine. Et pour finir, Pauline Frère nous présentera le bulletin météo du jour. Elle reviendra par ailleurs sur les dernières intempéries dans le sud-ouest et sur les causes des inondations dans la région. 76 millions d'habitants, une croissance soutenue qui frôle les 9%. La Turquie serait-elle la nouvelle carte économique à jouer ? Première visite officielle d'un chef d'État français depuis 1992, François Hollande souhaite réouvrir le dialogue. Margot Hellard nous explique les enjeux de cette rencontre. 22 ans sans visite, la Turquie accueille pour 2 jours le président Hollande. Le chef de l'État voit dans ce pays une cible de choix pour relancer les investissements français à l'étranger. Hollande veut donner un second souffle au partenariat privilégié de 1963 avec la Turquie. Visite officielle de 2 jours avec au programme une rencontre avec le Premier ministre turc Erdogan à Ankara. Mardi, rendez-vous à Istanbul avec des entrepreneurs locaux de l'organisme patronal TÜSİAD. Un forum économique avec le président turc Gül conclura la visite. La chute de 3% de la part française dans le marché turc inquiète. Une relation à renouveler donc depuis l'épisode de 2011 avec le veto de l'ex-président français Sarkozy, opposé fermement à l'adhésion de la Turquie à l'UE. Et pour renouveler cette relation, le président Hollande est plutôt bien accompagné. En effet, Alexis, pas moins de 7 ministres seront à ses côtés, entre autres le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Et également, une importante délégation de chefs d'entreprise complète cette troupe. L'enjeu est de reconquérir un marché turc en pleine expansion dans le nucléaire et l'aéronautique par exemple. Toutefois, les ambiguïtés politiques demeurent. Le président Hollande va devoir faire preuve de tact lors de cette visite. Crise intérieure turque, dossier de l'adhésion à l'Union européenne, le problème des Syriens réfugiés, la question en suspens du génocide arménien. Les embûches politiques ne manquent pas pour ternir les accords économiques. Et après les violentes répressions de la place Taksim et les soupçons de la corruption du Premier ministre, le pouvoir en place de l'AKP se durcit. Les démocrates turcs craignent que la venue du président français ne serve qu'à légitimer le Premier ministre Erdogan. En Tunisie maintenant, hier soir peu avant minuit, les députés de l'Assemblée nationale constituante ont adopté la nouvelle constitution du pays. Après plus d'1 an et demi de débats houleux, un consensus a enfin été trouvé pour ce texte apparemment prometteur. François Lemort. 3 ans après le départ du président Ben Ali, la Tunisie entrevoit enfin le bout du tunnel. Premier épisode de cette sortie de crise, le chef du gouvernement Mehdi Joma présentait samedi un gouvernement apolitique composé exclusivement de membres venant du secteur privé afin d'éviter toute pression politique ou religieuse. Mais l'étape la plus importante de la transition a été franchie hier avec l'adoption de la nouvelle constitution du pays. Ce texte, attendu depuis bientôt 1 an et demi, a enfin obtenu l'aval de 200 députés de l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Fruit d'un consensus, le texte reconnaît au peuple sa souveraineté et promet aux citoyens une liberté de conscience et de croyance, autant de critères jusqu'alors impensables sous le règne Ben Ali. Un pouvoir exécutif renforcé et un islam moins dictatorial, telle est la volonté des nouveaux dirigeants tunisiens. Mais le texte comporte encore quelques zones d'ombre, François. Tout à fait, Alexis. Certains articles comportent encore quelques ambiguïtés. L'un d'entre eux affirme par exemple le principe de liberté de conscience, tout en précisant que l'État protège le sacré. Impossible donc de parler de liberté de croyance. L'article 21 assure quant à lui que le droit à la vie est sacré et qu'il ne peut lui être porté atteinte que dans le cas extrême fixé par la loi, un moyen de maintenir la peine de mort. Et qui prouve que le chemin vers la démocratie est encore long en Tunisie. Un cadeau empoisonné, c'est de cette manière que Vitali Klitschko définit la proposition du président ukrainien Viktor Yanukovych.
Après plusieurs semaines de manifestations violentes, le chef du gouvernement a offert samedi les postes de Premier et de Vice-Premier ministre aux deux chefs de l'opposition. Une offre refusée en l'état malgré l'annonce de l'autre leader du mouvement, Arseniy Yatsenyuk, qui s'est dit prêt à prendre ses responsabilités. En France maintenant, et le sport. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Il faut désormais les appeler les indestructibles. L'équipe de France de handball a été sacrée hier championne d'Europe après une finale maîtrisée de bout en bout face au Danemark. Un sacre dû notamment au frère Karabatic, Antoine Bourlan. Et oui Alexis, souvenez-vous du 30 septembre 2012. C'est à ce moment-là que le grand public découvre Luka Karabatic, le petit frère de Nicolas, qui n'a d'ailleurs de petit que le nom, du haut de ses 2 mètres 2 pour 104 kilos. Interpellé et mis en examen comme son frère dans l'affaire des paris suspects, Luka est licencié 1 mois plus tard par son club de Montpellier. C'est à Aix-en-Provence, un club de seconde zone, qu'il va se recentrer sur son jeu, au point d'être retenu avec les Bleus pour l'Euro danois, puis unanimement reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs du tournoi. C'est un parcours qui le place donc sur les traces de son grand frère Nicolas. Bien sûr, même si l'élève aura sans doute du mal à rattraper le maître, tant Nicolas Karabatic a affiché tout au long de la compétition un rayonnement incroyable dans cette équipe de France. Élu meilleur joueur du tournoi, Karabatic a ainsi porté les Bleus avec 31 buts inscrits en 8 matchs. Le nouveau joueur du Barça, très marqué par l'affaire des paris et le décès de son père survenu seulement quelques mois plus tôt, peut aujourd'hui savourer son 7e titre international, le premier obtenu avec son frère. 2 joueurs que les Parisiens pourront donc retrouver dès ce soir sur les Champs-Élysées pour célébrer leur titre avec le reste de l'équipe de France. Merci Antoine. Toujours dans le sport, la France était à l'honneur ce week-end. Le skieur français Alexis Pinturo a remporté le super combiné de Kitzbühel hier soir. C'est sa 2e médaille d'or dans cette Coupe du Monde, une semaine après sa victoire au slalom de Wengen. 2 victoires de bon augure avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi le 2 février prochain.